Et on est sur LMTV, on est au Mans, à leur direction le circuit des 24 heures, mais pour aller voir le musée et l'exposition McLaren. Bonsoir Damien Pourriot. Bonsoir. Vous êtes documentaliste et guide du musée des 24 heures. Vous allez nous parler de cette belle exposition qui a lieu jusqu'au début juillet. Et puis après, on parlera du festival La Nébuleuse. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Clémenceau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec Alina Skopenko. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et Colline Fabius. Bonsoir. Bonsoir. Tous les trois, vous faites partie d'Electric Campus et vous organisez donc ce festival du 5 au 7 février à l'université, le festival La Nébuleuse. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais avant, comme je le disais, McLaren, un nom pour l'éternité. Je souris parce que j'ai choisi la version française pour nous parler de cette incroyable aventure McLaren. J'imagine l'homme et les voitures. Alors effectivement, c'est une exposition inaugurée depuis le 12 décembre, donc qui va parler d'abord d'un homme, l'histoire de Bruce McLaren, pilote emblématique des 24 heures du Mans, mais pas que, pilote de Formule 1. Donc on va d'abord parler de sa vie en Formule 1. Bruce McLaren qui va s'imposer aux 24 heures du Mans, notamment en 1966, et une victoire célèbre puisque sa victoire a été propulsée par le film Le Mans 66. Et Bruce McLaren va malheureusement perdre la vie en 1971 à Goodwood, en Angleterre. Et donc Bruce McLaren va, quelque part, ne va pas assister au succès de cette marque. Et cette marque McLaren qui va briller en Formule 1, qui va briller en IndyCar, en Can-Am, donc sur le continent américain, et qui va bien sûr briller aux 24 heures du Mans en 1995. C'est d'ailleurs cette année les 30 ans de la victoire McLaren. Alors justement, la marque, enfin les voitures portent son nom parce que, au-delà d'être un pilote, il a vraiment construit et imaginé aussi les voitures. Alors pas tout seul bien sûr, mais je veux dire, il a été vraiment innovant aussi dans cette façon de penser l'automobile et les voitures de course. Il a été avant-gardiste, c'est lui qui a pensé ces voitures, c'est lui qui les a développées, pilotées. Il avait toute une équipe autour de lui, de brillants ingénieurs, mais il a su briller avec ses voitures. Il y a aussi la voiture qui est exposée, je crois, justement de 2008 avec la victoire de Hamilton. Vous avez des voitures incroyables et dont notamment les voitures de 1995 qui sont exposées. Alors effectivement, on va avoir la voiture de 2008, la McLaren MB45B, qui est la championne du monde avec Lewis Hamilton. Et donc cette voiture va aussi s'imposer au Grand Prix de Monaco en 2008. Et puis à côté de ça, on va avoir au milieu de cette exposition un axe central qui va être les 24 heures du Mans. On est quand même le berceau de l'endurance. Bah oui. Et on va rassembler exceptionnellement 4 McLaren F1 GTR, ce qui est unique. Oui, je crois que ça s'est quasiment jamais vu. Oui, c'est ce que j'entendais Monsieur Bourrigaud du musée, directeur du musée, dire que voilà, avoir les 4 châssis de 95 au même endroit, au même moment, c'est assez exceptionnel. Et donc la victorieuse de 95. Et l'Arcar de César, alors pour les gens comme moi qui viennent plutôt voir les voitures pour l'aspect patrimonial et culturel, c'est vrai que c'est rare aussi de pouvoir revoir les Arcars et là, signer César, évidemment, c'est un bel objet. Un artiste français, une œuvre d'art. De toute manière, une voiture de collection est une œuvre d'art. Oui, c'est ça. De toute façon, à partir du moment où elle est exposée, d'ailleurs, c'est des collectionneurs en partie privés qui vous prêtent les voitures pour ces expositions. Alors la totalité de la collection est effectivement privée et on a McLaren qui nous prête la gagnante, qui fait son retour puisqu'elle était présente au centenaire des 24 heures pour la grande exposition. Donc c'est le retour. Ces voitures, vous dites, elles sont de collectionneurs privés, elles viennent du monde entier, elles viennent d'où ? Alors principalement d'Europe. D'Europe, oui. Ce sont des voitures qu'on connaît, des collectionneurs avec qui on travaille régulièrement. Donc on a la chance de pouvoir accueillir ces voitures-là jusqu'au 7 juillet. Oui, alors c'est ça. Les gens qui viennent pour les 24 heures ou pour les différents événements sur le circuit pourront aller voir l'exposition. Mais nous, on a la chance au Mans ou en Sarthe de pouvoir y accéder, de prendre le temps d'aller découvrir ces voitures de près et puis de découvrir cette histoire
histoire aussi, parce que c'est vrai que ça a fait Le Mans aussi, ou Le Mans les a fait, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, mais McLaren, c'est une histoire aussi, bon, il y a le film bien sûr, mais qui est quand même très ancré dans notre patrimoine sartois. Alors, très ancré dans notre patrimoine sartois, mais le patrimoine mondial. C'est ça. Et on a eu la chance de faire cette exposition McLaren, et c'est un pur hasard, mais McLaren a été couronné et a gagné le titre constructeur en Formule 1. Donc là, on voit à l'image une voiture plutôt récente. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire du musée qu'on accueille une Formule 1 contemporaine, donc de la saison 2021. Ah, ça aussi, c'est intéressant d'aller voir à quoi ressemblent les voitures de près. C'est vrai que pour un public, il y a des gens qui n'osent pas forcément aller sur le circuit ou qui ne sont pas tentés par l'expérience au moment des 24. Mais là, c'est aussi la richesse du musée. Et puis, vous êtes en travaux, le musée va s'étendre. Voilà, en fait, quelque part, cette exposition est une passerelle vers le futur du musée qui va s'ouvrir à d'autres disciplines. Et donc, on va avoir une collection qui va intégrer des voitures du championnat Formule 1, du Can-Am, qui est un championnat d'endurance aux États-Unis, et d'IndyCar et d'autres disciplines également. Donc, c'est une ouverture vers d'autres types de championnats et ça permet aussi de découvrir d'autres voitures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au Mans. C'est ça, et puis de les faire venir. Alors, on sait déjà que c'est assez exceptionnel qu'on a la chance de voir ces voitures-là et puis ça va ne faire que croître. Donc on attend avec impatience que vous allez nous concocter. En tout cas, là, McLaren, ça fait il y a combien de voitures qui sont dans cette exposition ? Il y a 14 voitures dans l'exposition. Ouais, donc ça reste quand même assez impressionnant. À découvrir jusqu'au 7 juillet, mais n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir le musée des 24 heures. Et bien sûr, avec les enfants, ça marche toujours, les belles voitures. C'est des très beaux objets, hein, comme vous le disiez, c'est des œuvres, c'est devenu des œuvres d'art de collection. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette exposition McLaren. Alors, direction l'université, donc, pour le festival La Nébuleuse. Alors, c'est intéressant, ça, j'ai pas noté du 5 au 7 février, voilà, c'est ça. 4 jours de programmation. Qui veut me pitcher le principe du festival en général ? Alors du coup, ça se passe sur 3 jours. On a le premier jour qui est au CTTM, c'est la chambre sourde du Mans. Du coup, c'est la plus grande chambre d'Europe, enfin de toute l'Europe. Ensuite, nous avons 2 jours... Donc une expérience sonore aussi. Hein, ouais, c'est ça, un artiste qui a vraiment fait pour le lieu et pour l'événement toute une prestation qui va être diffusée. Ça va être vraiment trop cool, avec 3 sessions possibles dès 17h, je crois bien. Ensuite, on passe sur le jeudi. Le jeudi, c'est une programmation assez hybride quand même, du rap, pop, électro, sur la scène Eve de l'université. Et ensuite, le vendredi, où on fera tout le tour du rock possible avec 4 merveilleux groupes qui nous accompagneront. Alors, il y a de l'électro, il y a du rap pour le jeudi, du rock pour le vendredi, avec des groupes qui viennent pour la première fois. Il y a aussi des groupes locaux, ou en tout cas pas très loin. J'ai vu qu'il y avait des Angevins, des gens qui venaient un petit peu partout autour de nous. L'idée, c'est de proposer des sonorités qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et d'avoir une proposition artistique un peu originale. Oui, c'est ça. Et puis, on essaye d'être un festival aussi éco-responsable, avec des artistes qui s'inscrivent en tournée, des artistes qui prennent le train dans la mesure du possible. Et puis, au niveau de la programmation, oui, avec ma camarade Colline, on a établi une programmation assez diversifiée, festival émergent et découverte de talents locaux. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme au marché, on préfère les initiatives locales. Et puis, c'est un bon moyen aussi d'aller à leur rencontre. Sur des soirées comme ça, où il y a plusieurs groupes qui s'enchaînent, de découvrir un petit peu les sonorités, puis de picorer ce qui nous plaît. Festival qui, bien sûr, est organisé par une équipe de bénévoles. Vous êtes à pied d'œuvre, là, c'est dans une semaine, même pas. Et vous êtes une équipe donc de bénévoles derrière ce festival. Là, vous attendez combien de personnes ? Ève, je ne sais plus quelle est la jauge de la salle. 350. Ouais, 350 personnes. Donc l'idée, c'est d'accueillir évidemment d'autres universitaires, des gens du campus, mais bien sûr d'essaimer, c'est là aussi pour là que vous êtes là ce soir, d'avoir un public un peu plus large qui vient de partout en Sarthe, j'imagine. Oui, tout à fait. En transport en commun, si j'ai bien compris. C'est clair, c'est très important pour nous. Puis oui, on aimerait faire revenir les jeunes de la ville déjà.
sur la scène universitaire, même si on sait que c'est loin, venez, ça vaut vraiment le coup, je pense. Alors, c'est loin, ça dépend des échelles, hein, parce que voilà. On peut se dire que 15 minutes, ça peut déjà être trop en train. Mais franchement, on est bien desservi avec les transports, puis il y aura de la restauration, bar aussi ouvert. Puis on vous attend avec le smile, quoi. C'est pas souvent que des festivals comme ça, de la licence projet DSM qui s'installe vraiment maintenant. C'est vraiment cool si tout le monde donne sa patte et qu'on passe un super moment. Oui, en fait. c'est ça, c'est vraiment de l'échange aussi, ça va être un moment de rencontre. C'est ça. Ouais. Avec des artistes qui viennent de Marseille, de Lille, de Rennes, vraiment le tour de la France. Puis c'est un peu notre représentation avec la nébuleuse. Du coup, on a un amas de plein de personnes différentes qui se regroupent pour faire un projet tous ensemble. Donc le nom est bien choisi. Ça fait combien de bénévoles, Alina vous serez combien à pied d'œuvre pour le festival? À peu près 18 par chaque jour. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça fait quand même du monde. On vous suit sur les réseaux de la nébuleuse et on prend ses places sur Hello Asso, comme toute association qui se respecte. Vous avez un compte Hello Asso pour prendre des places. Comme on disait, il y a plusieurs propositions le 5 février dans la salle semi-anéchoïque. J'arrive jamais à donner ce nom, mais voilà, c'est la chambre sourde, avec les cônes en mousse sur les côtés. En tout cas, allez-y, c'est l'occasion aussi de découvrir cette salle pour ceux qui n'ont jamais vécu d'expérience sonore. Et puis, vous l'avez compris, le jeudi plutôt rap, musique électro et le vendredi plutôt du rock. Merci à tous les trois d'être venus pour nous parler de ce rendez-vous. Et puis, nous, on va parler de scène conjugale tout de suite dans Culturel.